Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. On voyait le soft power comme un concept nouveau. Eh bien, c'est faux. On peut dominer un ou plusieurs pays sans la contrainte de la force, mais en le charmant, grâce notamment à son modèle politique, à sa culture populaire ou à sa puissance économique. Eh bien, c'est le cas de la France et de la Grande-Bretagne hier, des États-Unis aujourd'hui et peut-être demain de la Chine. On en parle avec un historien, David Todd est professeur à Sciences Po Paris et publie chez La Découverte un ouvrage intitulé « Un empire de velours, l'impérialisme informel français au XIXe siècle ». Bonjour David Todd. Bonjour. Alors des définitions, c'est quoi pour vous un empire de velours et un impérialisme informel ? Un impérialisme informel, en fait, c'est, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui consiste à déployer du soft power, culturel et économique, mais c'est un soft power qui s'appuie toujours sur du hard power militaire. C'est pas possible de faire du soft power tout seul, ça donne pas un empire. Il faut aussi des forces, notamment navales, pour être capable d'imposer certaines règles juridiques et d'influencer économiquement et culturellement. Empire de velours, c'est comme ça que j'ai appelé l'impérialisme français, informel français au XIXe siècle. C'est pour évoquer cette dimension douce, parce que quand on parle de l'Empire français au XIXe, on pense surtout à la colonisation formelle, la version dure qui existe, je ne nie pas son existence, mais parce que moi je veux qu'on prenne en considération cette autre dimension douce, et aussi c'est un jeu de mots parce que dans sa dimension économique, cet impérialisme informel français s'appuyait beaucoup sur les produits de luxe, à commencer par les soieries. Autant l'impérialisme anglais, c'était les exportations de tissus de coton. La France, c'était les soieries de luxe lyonnaises. C'était 20% des exportations françaises pendant tout le siècle. Et les velours, c'est des tissus qui, à l'époque, étaient faits en soie. Et ça évoque bien quel type d'économie soutenait cet impérialisme français. Alors, du côté français, c'est pensé dès la défaite de Napoléon, ou peut-être 1815, ou peut-être un petit peu avant, par Talleyrand qui va visiter les États-Unis et qui se rend compte qu'il y a des relations très fortes toujours entre Londres et Washington. Oui, c'est pensé. C'est ce qui est important pour moi, c'est que c'est un projet qui est délibéré, même s'il n'emploie pas ces termes plus de la fin du XXe siècle d'empire informel. On retrouve dans la conception de ce projet notamment le prince de Talleyrand. Alors ça, c'est un personnage historique, on connaît toujours ses bons mots, etc. Dans le livre, je montre qu'il a aussi une vraie pensée économique et géopolitique. Il publie des mémoires. Il publie des mémoires sur la colonisation. Alors c'est inspiré à la fois parce qu'il est arrivé aux États-Unis, il voit qu'ils sont placés sous la dépendance économique de la Grande-Bretagne, donc il se dit c'est pas la peine, donc après leur indépendance formelle, il se dit c'est pas la peine de payer tout ce que les colonies coûtent si on peut les dominer sans avoir à payer pour ses frais. C'est aussi inspiré, dans le cas français, par la révolte des esclaves à Saint-Domingue. La colonie la plus profitable de la France jusqu'à la Révolution, reposant sur 400 000 esclaves. Et sur le sucre. Et sur le sucre, il se dit, ça ne marche plus, puisque cette colonie est en révolution. Qu'est-ce qu'on va faire ? Talleyrand, ce n'est pas quelqu'un qui se dit, on va abandonner la domination impériale, mais il se dit on va la réinventer. Et il la réinvente. Il n'est pas le seul, je m'intéresse tout au cercle de gens qui est autour de lui. C'est l'un de ses protégés. Un de ses protégés dont on disait qu'à côté de lui, le prince de Talleyrand était un modèle de vertu. D'accord. Donc on parle de projets très très cyniques. Mais en fait, c'est ça qui m'a intéressé, c'est de retrouver ce projet cynique de domination impériale sans conquête territoriale. Et donc ça arrive après la défaite de Napoléon de l'Empire. Donc, ça commence à être élaboré dans les années 1790, mais puis ensuite, évidemment, avec le projet impérial napoléonien, là c'est autre chose. Il y a quand même une dimension informelle dans le projet napoléonien avec l'idée de créer ces États satellites sous domination sans être annexés à la France. Mais vraiment, là, c'est après la chute de l'Empire napoléonien en 1815 que le projet va décoller, à la fois intellectuellement et dans les faits, et que les gouvernements successifs de la France, Restauration, Monarchie de Juillet, Second Empire, vont le mettre en œuvre. Et donc là, il y a des gens à ce moment-là qui se disent tenez, la France, ce sera le luxe et le demi-luxe. En fait, déjà, les
économistes de l'époque perçoivent que la France, dans la mesure où elle a un avantage comparatif sur l'Angleterre, c'est pas dans la fabrication de produits de masse, c'est pas dans l'extraction de charbon, puisqu'on ne subvient pas à nos besoins, donc c'est pas les exportations britanniques, mais la France a un gros avantage. Il parle de capital, de bon goût, du goût des ouvriers français, et c'est vrai qu'il y a une main-d'œuvre très qualifiée, et c'est quelque chose qui vient en fait de toute l'économie de cours de l'ancien régime français. C'est ça qui permettait d'entretenir déjà une économie du luxe à l'époque moderne. Mais ce que je montre dans mon livre, c'est qu'avec la Révolution, cette économie ne disparaît pas. Au contraire, elle aide la France à se mondialiser. Et c'est comme ça que la France se mondialise, c'est à travers ses produits, plutôt qu'à travers le coton, le charbon. Produits qu'elle exporte, donc champagne, autres produits de luxe, et aussi image qu'elle donne, vous dites, ça va jusqu'à la prostitution. Oui, alors il y a toute une grande gamme de produits. C'est vrai que j'aime bien l'exemple du champagne dans le livre parce qu'il y a un jeu de mots. Dans le livre était en anglais à l'origine, champagne capitalism, ça fait penser au champagne socialism. Ça marche moins bien en français, je parle de capitalisme ostentatoire, parce que c'est des produits qui ils véhiculent une image de domination, et leur marché, c'est le marché des élites étrangères. Et donc, c'est à la fois, il y a une dimension purement, on va dire, économique, mais aussi une dimension politique qui sert à forger des alliances avec des groupes étrangers. Un bon exemple, c'est les esclaves planteurs du Sud, c'est les élites britanniques. Le premier marché du champagne, c'est l'Angleterre, et ensuite c'est l'Empire britannique, et ensuite seulement c'est la France. Donc c'est un produit qui sert, parmi d'autres, qui sert à séduire. Vous parlez de la prostitution, c'est quelque chose qui s'étend au service aussi. L'économie française du 19e, c'est un grand succès, mais qui repose sur cette capacité à susciter du désir. Et ça me fait de la peine de le dire, mais l'une des spécialités, même si on n'a pas de chiffres précis, ça on en est sûr, des spécialités françaises, quelque chose qui s'exportait bien, c'était les différentes formes de prostitution, notamment mondaine, qu'on avait à Paris, qui attiraient beaucoup le touriste étranger, le touriste fortuné. Alors, vous allez aussi nous expliquer dans ce livre qu'il n'y a pas que le luxe, il y a aussi tous des réseaux commerciaux, juridiques, qui vont permettre à la France d'imposer cette vision de l'empire informel. Il y a beaucoup de mécanismes spécifiques. Un des problèmes quand on parle d'empire informel, c'est que c'est un peu flou, on ne sait pas comment est-ce qu'on le fait. Donc ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est retrouver les mécanismes qui font fonctionner l'empire informel. Et donc, il y a des mécanismes, vous avez raison, pour les mécanismes juridiques, notamment, j'étudie la façon dont la France, encore plus que les autres pays européens, se souciait de disposer de droits extraterritoriaux dans certains pays. On est en avance alors. Oui, mais les Français n'étaient pas les seuls. Mais vous savez, c'est ces traités inégaux qu'on signait en Asie, dans le monde musulman, et qui entraînaient des droits extraterritoriaux. La France n'est pas le seul à faire. Souvent, la Grande-Bretagne est le premier. Les Français arrivent derrière et ils imposent une extraterritorialité encore plus développée, qui donne tout un certain nombre d'avantages sur le marché local. Autre mécanisme qui rappelle vraiment, qui est au cœur de l'impérialisme, c'est la finance. J'ai toute une partie du livre qui est consacrée à ces prêts qui sont accordés par le gouvernement, en fait, par la France à des États amis ou clients. Et il y a plein de mécanismes discrets qui permettent au gouvernement d'orienter l'épargne française vers les pays auxquels le gouvernement veut qu'on prête. Donc c'est un impérialisme, encore une fois, qui est assez peu coûteux pour le gouvernement, mais qui peut rapporter très très gros. Il y a un chapitre aussi dans votre livre. Pourquoi cet impérialisme informel n'a-t-il pas fonctionné pour l'Algérie ? Oui, alors c'est quand même une question qu'on peut se poser quand on dit l'impérialisme français entre 1810 et 1880, c'est informel. On a le droit, on a le devoir de se poser la question d'Algérie, qui est en fait la colonie la plus formelle qu'on puisse imaginer dans l'impérialisme européen 19e, avec un niveau de violence très supérieur à ce qu'on a connu dans d'autres colonisations, un niveau de ségrégation entre les différents segments de la population algérienne bien pire que dans le reste du monde colonial. Ça se compare peut-être à l'Afrique du Sud seulement. Alors pourquoi ? Parce que moi je suis revenu au document d'origine pour proposer une autre explication de ce qui s'est passé en Algérie. J'ai voulu montrer que c'était pas le projet de départ des élites françaises. Les élites françaises, elles rêvaient à une forme de domination informelle déjà. C'est pour ça que j'appelle ça un empire, une colonie informelle manquée, ratée. Et je retrace en fait les étapes
qui mène à l'échec de ce projet. Et avec l'échec de partenariat avec l'émir Abdelkader, l'échec d'un projet de royaume arabe, mais c'était jusque dans les années 1870, le projet, ça n'était pas de dire que l'Algérie, c'était la France. Le projet, c'était l'Algérie sera sous domination française. Donc c'était impérial. Le fait qu'ensuite, on retombe dans la violence et un colonialisme ultra formel, ça va avec ce modèle d'empire informel qui dit qu'on fait les choses de manière informelle si l'on peut, et si ça ne marche pas, on aura recours, on passe à la formelle. Voilà, il y a une continuité entre les deux, mais ce sont deux facettes de l'impérialisme. Merci beaucoup, David Todd, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.